Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables. On parle de toutes ces entreprises généralement made in France. Et on va parler du chocolat, véritable saveur des fêtes. La Maison Voisin, un artisan chocolatier reconnu à Lyon, en France et dans le monde pour l'excellence de ses savoir-faire. Une chocolaterie française de renom dirigée par la 3e et la 4e génération d'une famille d'entrepreneurs passionnés, des méthodes traditionnelles perpétuées, une vision contemporaine tournée vers des goûts toujours plus innovants en matière de chocolat. Franck et Romain Boucou-Maître, l'un des présidents directeurs généraux de la Maison Voisin, seront avec nous dans quelques instants avec des surprises. Et nous évoquerons un thème ô combien important, la sobriété énergétique, l'un des plus grands défis du 21e siècle. Tous les acteurs, administrations, entreprises et citoyens sont appelés à y contribuer. Vous y faites déjà peut-être attention. La société Enerlis, opérateur global de la transition énergétique, articule ses savoir-faire pour concevoir, réaliser et financer les projets de rénovation énergétique et de mobilité durable. Même chose, nous en parlerons avec un exemple, 9 centrales photovoltaïques en autoconsommation pour le département du Loir-et-Cher, où toute ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Ouais, ma famille habite dans le... Voilà, et on en parlera avec notre invité Arnaud Versavo, directeur marketing d'Enerlis. Bienvenue dans les vraies voix responsables. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Et c'est une fierté lyonnaise, mais aussi une fierté française. On parle d'excellence des savoir-faire français avec la Maison Voisin, chocolatier depuis plus d'un siècle. Franck Boucou-Maître est avec nous, président directeur général de la Maison Voisin, avec Romain aussi Boucou-Maître. Bonsoir messieurs. Bonsoir Cécile. Bonsoir Franck, c'est vous Franck? Alors, oui. Et Romain, vous êtes... Non, il n'y a que Franck. Voilà. Non, il y a Franck et Romain. Il y a Franck et Romain, vous êtes ensemble mais avec la même... Eh ben nous, il y a Cécile et Frédéric, voilà, c'est ça. Voilà. On parle de cette belle institution, parce que on parle bien d'une institution aujourd'hui, qui commence en 1897, donc c'est pas d'hier. Franck. Oui, effectivement. Bonsoir à tous les deux. Alors, petite précision, le président directeur général de la maison est encore Alain Boucou-Maître, qui est la 3e génération de la maison. Qui est le père de Romain et qui n'est pas présent ce soir, mais nous assurons la relève avec grand plaisir. Et avec un peu de pression, peut-être. Et avec un peu de pression. Il nous écoute. On revient justement à la création par Léon Voisin, ce jeune entrepreneur qui décide en 1887 finalement de s'inscrire dans cette chocolaterie en tout cas, de fabricants de chocolat. Tout à fait. Alors, 1897, c'est le début de l'aventure avec un monsieur qui s'appelait Léon Voisin, qui était un aventurier qui parcourait le monde à la recherche des plus beaux produits tropicaux. Et donc, il a commencé avec le café, le thé, les épices. Donc, notre métier d'origine, c'est la torréfaction de café. Et ensuite, après la Première Guerre mondiale, il a monté la première chocolaterie au cœur de Lyon. Et il a embauché un directeur général qui était notre arrière-grand-père, qui était colonel de l'armée, qui sortait de cette guerre mondiale avec un bras paralysé. Il était veuf, il avait un petit garçon qui était notre grand-père. Et c'est ce monsieur qui a pris la direction de la chocolaterie et qui, au final, a repris l'entreprise. Donc, c'est une entreprise familiale depuis 1920. Et nous nous adressons à la 4e génération, donc. Et nous sommes effectivement la 4e génération de la maison. Alors la maison qui est labellisée, fabriquée à Lyon. Les clients aujourd'hui sont sensibles au fait que ce soit français et local surtout. Oui, je vais passer la parole à Romain. Allons-y, Romain, donc le cousin, et lui aussi 4e génération. Absolument. Exactement, j'étais à côté. Bonjour Cécile, bonjour. Bonjour Romain. Frédéric donc, enchanté. Frédéric, enchanté. Je disais labellisé, fabriqué à Lyon, c'est une valeur sûre forcément pour les Lyonnais, mais c'est ce qu'aussi aime l'international, c'est-à-dire du 100% français. Oui. Alors, on a beaucoup de chance pour commencer d'être à Lyon, parce que c'est quand même la cité de la gastronomie française. Donc, on bénéficie de cette aura et on a une pression d'excellence, parce qu'on se doit d'être à la hauteur de la ville de Lyon en permanence. Donc, on en bénéficie autant que la ville est exigeante auprès de nous, parce que les Lyonnais sont des grands amateurs de gastronomie. Donc, c'est vrai qu'avoir ce label fabriqué à Lyon, c'est une garantie pour les Lyonnais et pour les Français qu'on applique toutes les règles d'art de la gastronomie française à nos chocolats et à nos cafés.
J'en profite pour ceux qui nous regardent sur la chaîne Twitter. Hein, on vous montre quelques des sur la chaîne YouTube, vous voulez dire sur la chaîne YouTube, oui, j'ai dit Twitter. Oui, vous avez dit. Ah, mais c'est marrant, c'était le thème d'hier. Voilà. Donc sur la chaîne YouTube, spécialité de Lyon voisin. Alors vous voyez, on vous montre avec Cécile tout cela. Dites-moi, vous avez franchi les frontières avec finalement ce savoir-faire. Vous êtes bien sûr lyonnais, mais vous êtes partout dans le monde là. Pas partout, mais en tout cas dans dans deux grandes villes du monde. New York et Shanghai déjà. Ouais. Oui, alors la terre est grande. Si déjà on arrive à faire connaître la gastronomie lyonnaise au-delà des frontières, dans certains endroits, alors on est surtout présent au Japon et à Shanghai. Ah, on vous a perdu. Vous nous entendez disiez, là Japon et Shanghai, donc en Chine. Donc Japon et Chine. Ouais. Voilà. Oui, on a des boutiques au nom de voisins. Ah, on ne vous entend pas très bien. Oui, effectivement, vous êtes à Shanghai et même à New York. Pour revenir sur les spécialités de cette institution, on parle du coussin lyonnais. C'est un emblème de la ville de Lyon. Vous nous entendez ? Ah bon, on revient dans un instant. Vous bougez pas. On va faire les réglages. On va faire une petite pause pub. On va se détendre. Et on vous explique ce que c'est les coussins de Lyon. Le temps de manger quelques chocolats, voilà. Et on revient dans les pralines roses aussi. Absolument. Entre autres, voilà, c'est bon. Mais tout est bon. Tout est bon chez nos amis. En tout cas, restez avec nous. On revient dans un instant avec les vraies voix responsables. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables. On était avec Franck et Romain Boucaud-Maître de la maison voisin. On vous a récupéré, vous êtes là? Ils sont à Lyon. Ils sont à Lyon, effectivement. Est-ce que vous nous entendez? Très bien. Vous nous entendez très bien, c'est très bien. Alors on disait vous étiez la quatrième génération. On va revenir sur puisque vous êtes labellisé lyonnais en tout cas. Aujourd'hui vous avez des spécialités qui sont connues partout en France forcément. Les fameux coussins lyonnais qui est une emblème de la ville de Lyon. Oui, effectivement, on a un produit qui a une notoriété nationale, voire internationale. Alors, non seulement parce qu'il a une histoire liée à la ville de Lyon, et un produit qui a été créé et inventé par notre grand-père en 1960. Et il a voulu rendre hommage à un épisode de la vie lyonnaise qui dit qu'en 1643, alors qu'une épidémie de peste menaçait la ville de Lyon, les échevins lyonnais firent vœu de se rendre en procession sur la colline de Fourvière. Et lors de cette procession, ils avaient un coussin de soie sur lequel était déposé un écu d'or. Ils sont montés sur la colline de Fourvière pour aller prier la Vierge, afin que la ville de Lyon soit épargnée par l'épidémie de peste qui sévissait tout autour. Et il se trouve que Lyon a été épargné, et donc c'est en hommage à ce coussin lyonnais que il était vert comme ceux... Alors je suis en train de montrer là, à la caméra. pour ceux qui ont l'écran, ce sont les verres à base de pâte d'amande. Les coussins étaient verts déjà, c'est ça? Tout à fait. Alors, donc le coussin, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est une ganache. Donc ça, c'est le cœur du produit. C'est un mélange de chocolat et de lait enrobé de pâte d'amande candie, c'est-à-dire qu'elle a été cristallisée, cette pâte d'amande. C'est ce qui lui donne cet aspect bijou. Et c'est une fabrication qui nécessite 4 journées de travail à cause de cette dernière étape qui est la cristallisation du produit, qui est extrêmement longue et minutieuse puisqu'on va immerger le produit dans des petites baignoires qui sont constituées de sirop de sucre. Et donc c'est l'immersion de ces produits et ensuite le fait de les retirer et de les faire sécher pendant 24 heures avec une hydrométrie et une température très précise qui va amener le produit à cristalliser et à lui donner cet aspect de bijou. Alors rappelons quand même qu'aujourd'hui ce produit, ce magnifique, le coussin lyonnais, est inscrit à l'inventaire du patrimoine national des spécialités de France, qui est une fierté aussi, j'imagine, pour vous. Oui. Alors c'est vraiment un inventaire qui recense les spécialités les plus connues en France pour leur caractère artisanal, donc dans laquelle on va retrouver les calissons, le nougat. Et pour voisins, c'est une fierté d'avoir plusieurs spécialités qui sont inscrites à ce patrimoine. Donc on a le coussin de Lyon, mais on a aussi la quenelle de Lyon. Alors je vais les remontrer là pour ceux qui ont toujours notre chaîne. Alors là vous parlez des quenelles de Lyon, donc qui sont plutôt blanches, hein, c'est ça. Expliquez-nous à l'intérieur, ce n'est pas du chocolat blanc? Si, c'est du chocolat blanc. Alors c'est un praliné. Ouais. Qui a été nappé de chocolat blanc. Et donc c'est une recette spéciale que nous avons créée en hommage aux mères lyonnaises. Il faut savoir que la cuisine lyonnaise, à la base, elle a été issue des mères lyonnaises, dont la plus connue est la mère Brasier.
Voilà, donc c'est une spécialité qu'on avait créée en hommage. Pour revenir sur la maison Voisin, l'intérêt, c'est aussi la fabrication à l'ancienne, et c'est ça aussi, avec des noisettes qui sont torréfiées à l'ancienne, des pralinés faits main. Il faut expliquer comment ça fonctionne. Vous travaillez sur des machines qui aujourd'hui sont centenaires. Alors, on a une grande fierté chez Voisin, c'est d'avoir reçu de la part de l'État le label EPV, qui est l'excellence des patrimoines français. Et donc, c'est un label qui reconnaît le caractère artisanal d'une entreprise. Et donc, c'est vrai qu'on se donne la peine d'essayer de sourcer les meilleurs produits qu'on peut trouver dans le monde entier, les noisettes, les amandes, les cacaos, les cafés, et d'appliquer dessus une fabrication la plus artisanale possible par nos maîtres chocolatiers. Mais de toute façon, avec ce que vous venez de nous expliquer de la fabrication, c'est impossible de le réaliser de manière industrielle, de toute façon. Impossible. Impossible, ouais. Non seulement c'est impossible, mais les machines n'existent plus. On préserve ces machines qui sont centenaires, on les entretient avec amour pour faire en sorte de continuer à ne pas dévaloriser nos recettes. C'est-à-dire qu'on souhaite conserver les recettes originales. Et donc quand on fait du praliné, on va avoir des cuissons au chaudron, dans des chaudrons en cuivre. C'est génial. Et avec des caramélisations dans lesquelles on va ajouter tout doucement un peu de lait, un peu de malt selon les recettes. Et ensuite, on va broyer plus ou moins finement ces noisettes, ces amandes caramélisées pour leur donner une texture, soit une texture à l'ancienne avec une sensation de grain, soit une texture moelleuse. Et pour cela, on a encore des machines avec des meules en granit ou des cylindres qui vont nous permettre de réaliser des produits avec des textures très différentes. On a 16 recettes de pralinés chez Voisin. Absolument, et des goûts différents, des recettes différentes. Rappelons aussi, ce qui est important, c'est que quand on fait de votre métier, forcément, il faut préserver les traditions, mais il faut aussi innover pour aller chercher une clientèle un peu plus jeune. Tout à fait. On a vraiment deux volontés fortes. C'est de préserver la chocolaterie française, les recettes, les savoir-faire de la chocolaterie française, mais on ne doit pas rester les deux pieds dans le même sabot. Donc en permanence, on est dans l'innovation sur les goûts. Donc c'est à travers la planète, on essaye de ramener des ingrédients un peu exceptionnels ou des ingrédients atypiques. Donc ces temps-ci, on a travaillé le tonka du Brésil, qui est la fève de l'arbre Lutec. On a travaillé le yuzu, qui est un petit agrume de Chine. On a travaillé la cranberry, qui est une baie qui vient du Canada. Oui. Bon, nous vous attendons aussi sur l'une des grandes spécialités. Ah bah oui, surtout alors, il y a à Noël, toute une histoire, et c'est le cas de dire. La fameuse papillote de Lyon, la véritable dont j'ai le paquet à la main, une nouvelle fois pour ceux qui ont le retour écran de notre studio. Alors, à l'intérieur déjà de chaque papillote, vous allez nous expliquer comment vous les fabriquez, mais il y a aussi la petite histoire. Bah, il y a la petite histoire, parce que vous êtes obligé de réécrire tous les ans. Alors, la papillote de Lyon, c'est une spécialité lyonnaise, au même titre que le coussin de Lyon, qui date d'encore plus longtemps, parce que la légende nous dit que Sieur Papillot l'a créé en 1790, suite à l'histoire d'un de ses commis qui chapardait des chocolats, qui les entourait d'un moudou, et qui est passé à son amoureuse par le vitrail de la chocolaterie. Donc aujourd'hui, cette spécialité a été reprise par Sieur Papillot, donc en 1790. Et aujourd'hui, il est impossible de ne pas trouver sur les tables lyonnaises de papillotes. Bah, les tables de France même, les papillotes, forcément, en tout cas à Noël. Écoutez, les papillotes, c'est de conquérir les tables de France. Eh ben on va en offrir de ces chocolats. Vous savez quoi? Vous allez nous appeler au 0826 300 300. On va offrir, on donne on donne au 10e et au 21e appel. 21, c'est un très bon chiffre. On peut faire 13 et 21. On peut faire 13 et 21. 13 et 21. Grâce à Lyon, on aime bien 69 à Lyon. Ah, oui, oui, bah, c'est un peu tard. Oui, mais là, ça va dégainer vite. Là. On a déjà donné les chiffres, donc on a dit le 13e 13 appel et 21. Et le 21e appel pour
pour gagner des chocolats. Merci beaucoup Franck et Romain Boucomet d'avoir été avec nous. Merci mille fois en tout cas. Allez voir cette maison voisin. Vous pouvez bien sûr acheter des produits sur Internet, mais si vous passez à Lyon, allez-y parce que c'est vraiment une tradition et un savoir-faire français exceptionnel. Merci en tout cas. On vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année. Et puis dans un instant, on va parler de la sobriété énergétique. Immense défi pour le 21e siècle avec la société Enerlis qui a fait de cet enjeu en matière de son ADN et puis un futur sobre en carbone aussi. On en parle avec nos invités dans un instant. C'est les vraies voix des entreprises responsables. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Et les vraies voix responsables avec nos invités du soir. Arnaud Versavo est avec nous, directeur marketing Enerlis. Merci. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et avec Sébastien Depère aussi, directeur patrimoine immobilier du Loir-et-Cher. Merci d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, la sobriété énergétique, certainement un immense défi pour les gens qui ont une longueur d'avance. 21e siècle. Absolument, en tout cas, on va en parler. Il y a un état d'esprit, il y a un optimisme, des méthodes proactives et audacieuses. On en parle tout de suite avec peut-être la première question qu'on pourrait vous poser aujourd'hui, Arnaud Versavo, c'est la présentation de cette entreprise, une entreprise tournée vers le futur. Enerlis donc. Enerlis, tout à fait. Donc nous, en fait, on est une entreprise qui date de maintenant 10 ans quand même si on est une entreprise encore jeune, pleine de dynamisme et de jeunesse, avec des effectifs qui sont pleins de vigueur et qui ont envie de répondre aux besoins de nos clients. On les aide à faire quoi? Tout simplement à réduire leur facture d'énergie et à réduire leur empreinte carbone. Comme vous le savez, c'est un enjeu fondamental. Et donc, la spécificité, bien sûr, d'Enerlis, c'est qu'on leur propose des solutions éco-énergétiques après une phase d'audit, de conception, et on s'engage sur les résultats. C'est-à-dire qu'on passe un contrat et on est rémunéré sur les résultats. Si on n'y arrive pas, on a un malus. Si on y arrive très bien, on a un bonus. Est-ce que c'est difficile finalement? On parle aujourd'hui d'énergie, de sobriété. Est-ce que finalement on est déjà dans l'avenir où vous avez des clients qui sont quand même un peu réticents et c'est un peu difficile parfois? Écoutez, en fait, je pense qu'il y a une évolution certaine et certaine sur l'année 2022. Tout simplement, le signal prix. L'obligation déjà. L'obligation, mais plus que l'obligation, c'est véritablement le signal prix. C'est-à-dire que là, depuis l'année 2022, vous avez une augmentation par 2, par 4, éventuellement selon les contrats d'énergie qui concernent les entreprises, qui concernent les collectivités locales. Et donc, il faut bien faire face. Alors, faire face à l'urgence à travers des mesures de sobriété énergétique, c'est l'urgence, mais surtout avoir un plan pour l'avenir, un plan pour les 2 prochaines années, 3 prochaines années, car malheureusement, le coût de l'énergie va rester assez haut sur les 2 ou 3 prochaines années. Il y a de plus en plus de copropriétés notamment qui font appel à des audits déjà pour voir la problématique. Il y a des passoires thermiques un peu partout. J'imagine, alors on peut peut-être vous poser la question, Sébastien Depère, mais que la demande flambe et que peut-être il va falloir vous agrandir. Au conseil départemental du Loir-et-Cher, la demande flambe, mais on a essayé de la maîtriser. Ça fait assez longtemps qu'on a essayé de réduire notre besoin. Premièrement, c'est passé par la réduction de nos consommations, la réduction de notre patrimoine. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 350 000 mètres carrés de plancher, le conseil départemental de Loir-et-Cher. Alors tout le monde a en tête les collèges, les routes, mais c'est aussi les bâtiments liés à l'action sociale, liés à l'entretien des routes. On a un aérodrome, on a des choses diverses et variées. Donc la première des choses, c'est effectivement de réduire son patrimoine au juste nécessaire. Et puis après, gros plan de rénovation énergétique. On a anticipé ça depuis au moins 2011, mais même, c'était vraiment le départ. Pour vous donner un chiffre, un ordre d'idée, entre 2017 et 2021, on a réduit nos consommations de 28%. Voilà. Donc effectivement, ce qui est énorme quand même. Ce qui est énorme, on va continuer, puisqu'on a l'objectif. Des projets. On parlera de la réglementation, effectivement, de réduire de 40% en 2030. Et donc, il n'y a pas 36 solutions. Il faut, vu le prix de l'énergie, il faut qu'on soit sobre et il faut qu'on soit pertinent sur la consommation d'énergie, le choix de l'énergie, l'achat.
Arnaud Versavo, vous êtes Enerlis, forcément, vous travaillez sur ces sujets avec beaucoup d'entreprises parce que on est quand même dos au mur et que maintenant il faut y aller, il faut la transformation, qu'elle soit rapide en plus, efficace. Alors il faut quand même faire une distinction sur les différentes cibles, c'est-à-dire que vous avez effectivement la copropriété et là effectivement on peut arriver à quelque chose, un cycle de décision qui est un peu plus lent. Vous savez ce que c'est, les copropriétés. Tout le monde soit d'accord. Voilà, tout le monde doit être aligné et ça demande un certain temps. Hein. Je note quand même qu'il y a des projets de loi qui sont en cours, éventuellement pour faire baisser la majorité qualifiée à 50%. Donc ça fait partie des cycles peut-être qui amélioreront la prise de décision. Ça, c'est pour la partie habitat collectif, mais par contre, ceux qui avancent très vite, et effectivement le tertiaire public et les collectivités locales, tout ce qui est patrimoine, donc, qui ont un intérêt du fait du prix, eux actionnent des leviers sur l'isolation des bâtiments, sur la génération de chauffage avec des moyens renouvelables, avec une efficacité énergétique plus grande. Je cite par exemple les pompes à chaleur, c'est quand même important, la rénovation énergétique avec l'isolation par l'extérieur, évidemment le kilowattheure qu'on ne consomme pas, c'est celui qui est le moins cher. Et puis finalement, le troisième point, c'est quand même la génération d'électricité locale, donc par évidemment les centrales photovoltaïques. C'est un peu en ce moment, c'est un peu le Mbappé de l'énergie. Non mais il faut vraiment le dire. Et parce que c'est, je vous donne juste un ordre de prix. Le prix du mégawattheure photovoltaïque, c'est 100 € le mégawattheure en moyenne en France, posé, installé. Grâce à sa centrale. Potentiellement, si vous avez un contrat d'énergie en tant qu'entreprise, en tant qu'industrie ou éventuellement en tant que collectivité locale, vous allez vous sourcer auprès de fournisseurs d'énergie professionnels à 200, 300 € le mégawattheure. Donc vous imaginez bien que là, il y a un effet évident forcément de vous doter de ce type de solution. Et ça fait du bien à notre planète. Vous restez avec nous, puisque vous restez avec nous jusqu'à 20h. Vous avez de la chance, vous avez vraiment du bol, parce que c'est sympa d'être avec nous. Il y a des chocolats, c'est un peu Noël. Mais nous, on a de la chance aussi parce qu'ils nous donnent des bonnes idées. Mais on a des invités de qualité. Que voulez-vous que je vous dise? Restez avec nous. Les entreprises responsables, les vraies voix, en tout cas, on revient ensemble et on est ensemble jusqu'à 8h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Absolument, on est ravis de les accueillir puisqu'on parle, vous savez, de cette sobriété énergétique avec tous ces acteurs, ces administrations, ces entreprises, ces citoyens qui sont appuyés, en tout cas, ou appelés à y contribuer. La société Enerlis, opérateur global de la transition énergétique, articule ses savoir-faire et propose forcément des vraies solutions à différents acteurs. Et on en parle avec Arnaud Versavo qui est avec nous, directeur marketing d'Enerlis. Et puis, vous verrez un cas concret avec Sébastien Deper qui est avec nous, directeur patrimoine immobilier du Loir-et-Cher. Il y a quelques instants, Arnaud Versavo, on expliquait forcément l'intérêt de cette entreprise et ce que vous déployez. Aujourd'hui, il y a des méthodes. Quelles sont les méthodes? Alors tout d'abord, il faut prendre effectivement les choses dans l'ordre. Si je file un peu la métaphore footballistique, il faut avoir un plan, il faut avoir une tactique. C'est ça. Et donc pour avoir une tactique, comme dirait le coach. Comme dirait Didier. Et donc il est nécessaire d'abord faire un audit, de comprendre quelles sont les forces en présence. Si vous avez effectivement des fortes déperditions sur votre bâtiment, il est nécessaire d'identifier cela et à ce moment-là d'agir en conséquence, voire par exemple de faire de l'isolation thermique par l'extérieur. Mais ce sont vos équipes qui réalisent les audits et c'est vérifiable de bout en bout. C'est-à-dire qu'on fait des analyses non pas à distance avec des logiciels éventuellement qui reprennent les données. On a aussi cette capacité de le faire. On a cette capacité logicielle. On est éditeur aussi d'une solution de plateforme de gestion de l'énergie qui récupère les data, les données de consommation de Enedis et de GRDF. Mais on va sur site vérifier ce qui se passe et accompagner notre client et comprendre son contexte. Après, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On lui propose un plan très simple qui va lui permettre de dire voilà ce qui est prioritaire, voilà ce qui ne nécessite pas d'investissement très important et qui va vous fournir des gains. Changer les choses. Des gains. Et puis après, il y a effectivement des choses qui sont plus structurantes pour votre bâtiment, qui sont plus importantes, qui ont un retour sur investissement un peu plus lointain, mais qui seront nécessaires quand même de prendre en compte. Voilà. Et on s'engage sur les résultats, c'est la spécificité de notre offre. Et quand vous dites on s'engage sur les résultats, c'est-à-dire que vous savez pertinemment que vos clients, in fine, seront gagnants.
Oui, alors, parce qu'on aura conçu les solutions. Si je prends par exemple une solution de gestion technique du bâtiment, vous savez, c'est ce qui permet de piloter le chauffage, la ventilation et la climatisation de votre bâtiment. Nous, on aura conçu la solution. C'est-à-dire qu'on leur a pas simplement livré et on leur a paramétré de bout en bout et on leur a vérifié, recetté, comme on dit de manière informatique. Et donc, on aura vérifié que tout fonctionne. Et donc, après, on supervisera l'ensemble du comportement de cette solution dans la longueur de temps. Et le juge de paix, c'est la facture, finalement. Et c'est la facture. Et on vérifiera si les économies d'énergie sont en rendez-vous. Et si elles ne sont pas en rendez-vous, c'est pour notre pomme. Voilà. Ah oui, là, là, ce qu'on appelle l'incitation à réussir, elle est très forte. C'est un peu comme on s'engage tous les 15 jours à reprendre le pot de yaourt, si jamais, là c'est pareil. Et voilà. Sébastien Deperre, directeur patrimoine immobilier du Loir-et-Cher. Donc vous, forcément, à un moment donné, l'injonction gouvernementale et même finalement, idéologiquement, on est tous vers cette course de la sobriété énergétique. Il est important pour un département aujourd'hui de s'engager, et ça démarre par quoi finalement ? Alors le Loir-et-Cher, vous le disiez, enfin vous ne l'avez pas dit, mais vous alliez le dire, c'est le plus beau département du monde. On allait même le chanter. Tout le monde le sait. Michel Delpech vous a tellement rendu hommage. Incroyable, j'allais le dire. Vous m'avez coupé la parole. J'allais le dire. Vous le lisez dans mes pensées, c'est faux. Alors ça veut dire qu'il faut qu'on l'entretienne. Et pour ça, voilà. Alors sans fioriture, c'est vrai qu'au département, on a pris conscience de ça il y a de nombreuses années, je le disais. Ça commence pas par produire, pas par mettre des panneaux photovoltaïques. Ça commence par, on le disait, l'audit, l'isolation, la prise de conscience. Ça commence aussi par réduire ce qui pollue le plus, retirer les chaudières au fioul, utiliser les énergies renouvelables. Donc il y a la géothermie, il y a les chaufferies bois, et puis il y a le photovoltaïque. Et donc ça veut dire qu'on a besoin de soleil. Oui. Mais ça tombe bien, on en a beaucoup. Et vous en avez beaucoup dans le Loir-et-Cher. Et ça tombe bien, on en a beaucoup, puisque dans le Loir-et-Cher, alors voilà, là aussi. Non, mais c'est une idée reçue, ça. Voilà. Une idée reçue, c'est qu'on n'aurait pas assez de soleil. Juste vous dire que en 1 heure, le soleil nous apporte la quantité d'énergie qu'on consommera sur toute la planète en 1 an. Voilà. Donc on n'a pas de problème d'énergie. Le soleil nous apporte en 1 heure ce qu'on consommera en un an. Voilà. Enfin, en même temps, la richesse de votre département, c'est de ne pas avoir beaucoup d'habitants et un peu moins de sollicitations en énergie. Donc, est-ce que non, la Seine-et-Marne, avec beaucoup d'habitants, s'y retrouve? Si on raisonne au niveau français, au niveau de la France, il y a à peu près 6 millions de mètres carrés de toiture. On a des études qui nous disent qu'il y a à peu près 50% qui sont correctement orientés pour produire du solaire, pour produire de l'électricité solaire. Voilà. Alors, un petit peu de bon sens, et c'est ce qui nous caractérise dans le Loir-et-Cher. On va commencer par faire ce qui nous tombe du ciel. Voilà. On va utiliser les toitures que l'on possède déjà, et on va équiper nos bâtiments. C'est simple. Et le retour sur investissement, parce qu'on se dit toujours effectivement pour un département, enfin je vais me tourner vers vous Arnaud, sur la facture de départ semble colossale forcément, puisque on parle de rénovation, on se dit on va mettre des panneaux, donc on se dit qu'à un moment donné il va falloir un retour sur investissement. Tout à fait. Et là c'est là que vous intervenez. Alors le retour sur investissement, en fait il se fait par rapport à 1 kWh qu'on aurait soutiré du réseau, c'est-à-dire consommé de votre fournisseur d'énergie. Votre fournisseur d'énergie, il va vous le facturer 20, 30 centimes le kilowattheure. En fonction du marché. En fonction du marché, en fonction de ce que vous avez comme contrat. Bien sûr, on va comparer dans cette hypothèse, dans la construction du projet, on va prendre cette hypothèse qui est fondamentale. Maintenant, si on prend l'exemple du projet du Loir-et-Cher, où il y a 9 centrales photovoltaïques sur les bâtiments publics, dont 8 collèges, pour l'instant, tout à fait. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. le but, c'est effectivement, et c'est démontré, ces centrales photovoltaïques ont un retour sur investissement entre 6 et 8 ans. Voilà. Donc entre 6 et 8 ans, qui intègre en plus la réfection des toitures avec une étanchéité renouvelée. Attendez, je ne comprends pas pourquoi entre 6 et 8 ans, c'est-à-dire qu'il faut refaire des travaux au bout de 6 ou 8 ans? Non, c'est juste une marge parce qu'effectivement il y a 9 centrales, donc la majorité c'est 6 ans, mais c'est environ entre 6 et 8 ans que le retour sur investissement est atteint. Donc on rembourse, en fait on atteint les économies d'énergie qu'on voulait et on couvre en fait les coûts des travaux au bout de 6 ans. D'accord. Voilà. Alors pour qu'on comprenne bien, ceux qui nous écoutent, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de propositions et de possibilités, le photovoltaïque vous permet donc finalement d'être en autoconsommation. Exactement. Et pouvoir revendre aussi de l'électricité. Alors je ne sais pas si Sébastien vous voulez préciser ce point. Oui, alors déjà nous l'objectif c'était de compenser 100% de la consommation de nos collèges.
Donc on produit autant d'électricité que les collèges n'en consomment sur une année. Donc oui, ça fonctionne. Pour rentrer Donc dans le ça veut dire qu'on est à une facture à zéro ? À peu près. Alors, pas exactement, puisque je dis on compense, on n'est pas autonome en énergie, il faut être précis sur les mots, on n'est pas autonome, on n'est pas déconnecté du réseau d'électricité, parce que les panneaux ils vont produire l'été et les collèges sont fermés l'été. Donc, mais c'est pas grave, on injecte ça sur le réseau, c'est pas de l'énergie qui est perdue. Donc on n'est pas autonome, on n'est pas déconnecté. Pour vous donner un chiffre, on auto-consomme à peu près 23% de ce que l'on produit. Mais tout ce qu'on consomme pas, on le revend. Et on le revend bien. À qui ? Parce qu'aujourd'hui... À qui vous le revendez ? Alors, il y a des entreprises... C'est Enedis qui rachète avec un prix... alors, concernant le département, c'est pas Enedis. On a, ça s'appelle un agrégateur. Ce sont des entreprises qui achètent et qui vendent de l'énergie verte. Aujourd'hui, l'énergie verte, elle vaut très cher. Elle est intéressante. Elle est décarbonée. C'est là aussi, vous parliez de l'intérêt. C'est quand même pour la planète. C'est le confort d'usage des bâtiments, c'est moins de gaz à effet de serre, et c'est un bilan économique qui est favorable. On a un coût de production du fameux mégawattheure qui est bien inférieur à ce qu'on l'achèterait sur le réseau à n'importe quel fournisseur. Donc voilà, la rentabilité, elle est sur tous les domaines. Et avant tout sur la qualité d'usage. C'est ce qu'il faut voir aussi. Ça donne un confort d'usage. Eh ben, vous restez avec nous. On a une quatrième petite partie. On va faire une petite pause. Parce que j'ai encore d'autres questions. Bah oui, moi aussi. Moi, je pourrais parler avec eux jusqu'au bout de la nuit. Vous savez ça. On a dit jusqu'à 10h. J'ai dit 10h. Alors on va rester. Je ne sais pas de quel jour aussi, ou de quelle année. Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant. On parle sérieusement, mais quand même avec un peu de plaisir. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Un sujet particulièrement intéressant et qui concerne notre avenir, la sobriété énergétique. Nous sommes dans le Loir-et-Cher et ces gens-là ne font pas de manière, ils nous le prouvent. En tout cas, ils ont des idées et ils avancent. Avec nous, Arnaud Versavo, directeur marketing d'Enerlis, qui pense et qui est un professionnel de cette sobriété énergétique. Et puis Sébastien Depaire, tourné vers l'avenir. Tourné vers l'avenir. Et tout comme le directeur du patrimoine immobilier du Loir-et-Cher, Sébastien Depaire. Absolument. Et on va revenir sur ces panneaux photovoltaïques. C'est vrai que pendant très longtemps, Arnaud, on en a parlé de ces panneaux. On se disait vraiment à quoi ça sert. Et aujourd'hui, on se rend compte vraiment de l'utilité, puisque dans ce joli département du Loir-et-Cher, aujourd'hui, vous avez 9 centrales photovoltaïques que vous avez montées qui ont été montées par Enerlis. Aujourd'hui, ça n'est qu'un début, c'est-à-dire que ça y est, vous êtes lancé. Ah ben oui, on équipera tout ce qu'on peut équiper en toiture. Effectivement, on en a 9 là qui sont en cours ou qui vont être réalisés d'ici 2023. On a une deuxième tranche, une deuxième consultation, voilà, qu'on va lancer l'année prochaine. Et puis, tant qu'on pourra équiper des toitures, on le fera. Après, on verra pour faire des ombrières photovoltaïques. Enfin, voilà, c'est l'énergie d'avenir. Mais ça veut dire que le département, forcément, est dans une démarche. Il y a effectivement ces panneaux photovoltaïques, mais il y a toute une démarche. On parlait de l'ADN d'Enerlis, justement, tourné vers l'avenir, sur l'innovation, sur cet ADN tourné vers l'écologie. On sent que vous aussi, vous accélérez par rapport à d'autres départements, vous accélérez très fort. Bah oui, en fait, nous, on n'a pas voulu mettre des panneaux sur le toit pour dire qu'on était écolo. Voilà. Nous, on a pris vraiment la démarche de façon foncière, hein, comme on a dit tout à l'heure, on a commencé par faire l'audit. Voilà. Oui, mais du pragmatisme. Hein. On a fait l'audit, on a isolé, et puis seulement après, on a mis en place ces panneaux. Donc voilà, c'est l'installation de ces centrales est venue, ça a été la cerise sur le gâteau. C'est le dernier but qui nous a manqué. C'est venu couronner, en fait, et on va continuer. Je reviens sur ce que vous disiez. On parlait d'autonomie et vous qualifiez finalement de quasi-autonomie en disant nous sommes autonomes à 23% parce qu'il y a aussi la problématique de l'hiver. Mais en été, ça marche. Donc l'objectif, c'est de stocker en été pour l'hiver, c'est ça ? Puisqu'on ne peut pas stocker l'électricité. Aujourd'hui, ça, c'est le chaînon manquant. Voilà. Hein, je disais tout à l'heure, un an, une heure, une année, si on savait stocker l'énergie électrique, on n'aurait plus de problème d'énergie. C'est le chaînon manquant aujourd'hui, donc on travaille, nous, aussi au département de Loir-et-Cher, on a un projet, on travaille les systèmes de stockage, que ce soit par batterie, à voir, ou que ce soit par hydrogène. Alors c'est vraiment des questions qui sont pionnières, hein, qui manquent de maturité aujourd'hui, qui se développent beaucoup. Mais qui s'envisagent. Et qui vont se faire jour dans les
petites années à venir. C'est-à-dire quoi 10 moins ans que ça, moins que ça. Bah, Moins. Arnaud Versavo, peut-être. Oui, je veux juste un peu illustrer effectivement le point du D'Enerlis. stockage. Ouais. Effectivement, on peut envisager différentes façons de stocker l'électricité issue de ces panneaux photovoltaïques. Bon, on peut stocker l'électricité pour réchauffer l'eau chaude de votre ballon d'eau chaude. Bon, Ouais. c'est vrai, ça existe, hein, c'est basique, mais ça existe beaucoup dans un contexte résidentiel, habitat collectif ou habitat individuel. Ça existe. Et puis il y a le stockage aussi avec vos smartphones. Vous avez des batteries lithium-ion là dans votre ou même dans votre véhicule électrique. Oui. Donc là, ça démontre qu'il y a des capacités technologiques qui deviennent de plus en plus matures et qui existent aussi dans l'habitat collectif et l'habitat individuel. Vous avez des batteries qui sont disponibles maintenant, alors de manière très répandue et de manière industrialisée en Allemagne. Vous avez peut-être 200 000 ou 300 000 maisons individuelles qui sont dotées de batteries photovoltaïques, de batteries pour stocker l'électricité photovoltaïque sur des maisons individuelles en Allemagne ou d'habitat collectif. Je veux dire, ça va arriver en France. C'est logique. Et à un moment donné, la logique économique du kilowattheure produit en photovoltaïque stocké dans les batteries va arriver aux alentours de 150 € le mégawattheure. Alors que je vous parlais de 100 € le mégawattheure sur des mégawattheures qui sont générés par les centrales. Mais il y aura un surcoût lié aux batteries, de forcément, parce que les batteries ont une durée de vie de 10 ans, 15 ans, mais ces durées de vie vont être optimisées, et je vous l'assure que même les batteries ion, on parle de sodium maintenant, qui commence à émerger dans le discours et dans les innovations, et ça va arriver dans les 3 prochaines années. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être, enfin demain, les collectivités, en tout cas les départements, les régions pourront être sur certains sujets en autoconsommation, en fait, et n'auront plus peut-être besoin de travailler avec des revendeurs d'électricité. En autonomie, oui, sûrement. Oui, autoconsommation, partielle, mais en autonomie, oui, évidemment. Encore une fois, aujourd'hui, on va produire, l'année prochaine, on va produire plus que n'en consomment nos collèges. Donc, il suffirait de stocker et on débranche la prise. Oui. Et c'est ça qui est génial. Et vous avez d'autres clients, peut-être d'autres départements ou des entreprises qui aujourd'hui... Bien sûr, il y a des... Alors, ceux qui sont vraiment en pointe là-dessus, parce que c'est très important d'optimiser chaque kilowattheure, c'est vraiment les industriels. Pour eux, c'est de la performance énergétique avant tout. Là, ils sont en pointe et ils se disent qu'ils avaient peut-être regardé un peu de loin, avec un peu de dédain. On regarde toujours les autres faire, ensuite ils disent finalement on va venir. Oui, c'est-à-dire qu'ils regardaient un peu de dédain les panneaux photovoltaïques, finalement ça produit pas tant que ça. Et oui, mais ces petits pouillèmes de kilowattheures, finalement par rapport à ce que j'utilise en termes d'énergie, c'est très énergivore. Finalement, là, vu le prix que ça coûte, que je paye à mon fournisseur d'énergie, finalement, ça m'intéresse beaucoup. Surtout en ce moment. Encore plus en ce moment, et pour les 3, 4, 5 prochaines années. Allez, on évoque les particuliers maintenant. Oui, on peut évoquer les particuliers. L'idéal, c'est le panneau photovoltaïque chez soi. On rentre à la maison, on connecte sa voiture électrique, etc. Pour quand ? Alors, mais ça, là, à titre personnel, je ne m'exprime pas au titre d'Enerlis. Enerlis est positionné avant tout sur le B2B, sur les collectivités locales et les entreprises. Mais je peux vous dire effectivement que dans les maisons individuelles, ceux qui ont la chance d'être en maison individuelle, qui ont des panneaux photovoltaïques, et qui ont des véhicules électriques, ils pourront utiliser effectivement les kilowattheures qui sont stockés dans leurs batteries. Puisque les batteries de véhicules électriques, c'est quoi ? C'est 60 kWh, c'est 80 kWh, c'est beaucoup, c'est énormément. Vous pouvez alimenter votre maison potentiellement pendant 2-3 jours. Mais on sait que les agriculteurs, par exemple, les viticulteurs aujourd'hui, sont très propices à ce type de sujet. Alors déjà, ça protège souvent les vignes, et c'est aussi, et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais sont aussi des métiers qui sont tournés vers ces photovoltaïques. Alors effectivement, ce que vous évoquez là, les installations agrivoltaïques. C'est ça. On fait des grands hangars, par exemple. Oui, et d'ailleurs, je fais juste un petit... il y a un projet de loi là, qui est en discussion, qui doit intégrer les installations agrivoltaïques dans le projet d'accélération pour les énergies renouvelables. Effectivement, il y a des innovations qui sont en cours avec des panneaux photovoltaïques qui sont suspendus sans altérer le travail de l'agriculteur. Il faut pas prendre sur les terres agricoles, il faut les préserver aussi. Mais il est possible, il existe des moyens de mettre en œuvre des panneaux photovoltaïques suspendus tout en laissant l'agriculteur faire son travail. Et lui bénéficie d'un petit revenu pour laisser finalement l'opérateur utiliser son terrain. Mais c'est quelque chose qu'on a toujours mis en œuvre, notamment dans les télécoms, et qu'on pourrait déployer sur pas mal de mètres carrés dans les milieux agricoles
pour leur bénéfice et pour le bénéfice d'autres utilisateurs. Dans le Loir-et-Cher, comment les administrés, en tout cas les citoyens, reçoivent ça? Est-ce qu'ils sont dans cette démarche aussi? Est-ce qu'ils vous posent des questions? Parce que c'est pas anodin quand même, cette démarche vers le climat, c'est-à-dire qu'on se pose la question pour nous-mêmes, et quand on voit finalement les collectivités s'engager, il y a forcément des questions. Quelles questions on vous pose? Ça fait beaucoup réagir, parce que ça se voit, donc ça crée la discussion. Les questions, c'est les idées reçues. Ça marchera pas, on n'a pas assez de soleil, voilà. Et puis ça pollue. Ouais. Là encore, évidemment, nous on s'est pas lancé dans quelque chose qui polluerait. Hein. Non, ce serait contre-productif. Voilà, c'est pas du tout notre objectif. Il faut se souvenir qu'on a une filière en France qui est sur le recyclage des panneaux. Aujourd'hui, les panneaux sont recyclés à 94%. 94%, ça commence à être vraiment intéressant. Donc voilà, ça, ce sont les sujets de discussion. Et très rapidement, on a l'adhésion des gens avec qui on discute. Parce que ça paraît tellement évident. Alors la question, c'est de se dire, pourquoi on l'a pas fait avant? C'est ça la question. Parce qu'il faut du temps. Voilà. Et en tout cas, on posera la question à ça tous ceux qu'on voit. En tout cas, on est content de ça. Ça avance grâce à ces belles entreprises. Et pourtant, là, ces gens ne font pas de manière. Non, c'est ça. Ils passent leur. Depuis ce matin, il me fait cette chanson. Vous creusez des sillons et vous retournez des hectares de terre. Voilà, c'est ça. Vivement demain, j'ai envie de dire. Et pourtant, on est très innovant. Ouais, très innovant. Et Arnaud Versavo, merci d'avoir été avec nous, directeur marketing. Avec plaisir. L'entreprise s'appelle Enerlis. Vous allez voir, c'est un bel esprit, en tout cas, un état d'esprit optimiste et indéflectible, en tout cas. Sébastien Depère, merci beaucoup, directeur du patrimoine immobilier du Loir-et-Cher. Allez visiter ce joli département qui mérite vraiment, et je vous le dis vraiment à titre personnel. On se retrouve demain à 17h pour les Vrais Voix. Et je sais ce que c'est maintenant, c'est conseil de famille. Conseil de famille, c'est ça. Et Yvan Cujus, dans un instant, vous souhaite une belle soirée. On vous retrouve demain. Salut.